Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose parfois. Pourquoi tu nous parles si souvent des manipulations de la science par la gauche et pas de celles par la droite? Et non, ce n'est pas que je pense que la droite est plus forte pour tenir la politique à l'écart de la science. L'explication est en fait beaucoup plus simple que ça. Mais d'abord, reprenons où on s'était arrêté la dernière fois, aux raisons non politiques qui expliquent pourquoi la psychologie évolutionnaire a du mal à convaincre. Chapitre 3.5 Vision naïve de la science. Un des reproches majeurs faits à la psychoévo, on l'a encore vu aujourd'hui, c'est qu'elle serait spéculative et que ses hypothèses seraient non falsifiables. Mais ces reproches sont basés sur une vision naïve de ce qu'est la science. D'abord, spéculer, ça veut rien dire d'autre que générer des hypothèses. Et la génération d'hypothèses, c'est la base de tout travail scientifique. Il n'y a donc aucun problème à spéculer. Ce qui est embêtant, c'est quand les hypothèses ne peuvent pas être testées, mais on a vu que celles de la psychoévo le sont. Le test d'hypothèse, c'est 90% des papiers publiés dans ce domaine. Et je rappelle aussi que cette accusation de spéculation est à relier à une volonté politique de ne pas reconnaître que la nature est bien faite et qu'elle a été popularisée par Gould et Lewontin, deux chercheurs très particuliers. Ensuite, sur la question de la falsifiabilité plus précisément, est-ce que c'est vrai que la psychologie évolutionnaire est parfois non falsifiable? La réponse est oui. Beaucoup d'expériences faites en psychoévo cherchent à corroborer plus qu'à falsifier. C'est toujours la conséquence de son parti pris méthodologique de faire de l'analyse de correspondance design-fonction, de faire du si alors. Quand on utilise le raisonnement « si cette faculté psychologique a telle fonction, alors elle devrait avoir telle spécificité », on est plus dans la corroboration que la falsification. Mais est-ce que c'est grave? La réponse est non. Tout simplement parce que le critère de falsifiabilité n'est pas l'alpha et l'oméga pour décider de si une discipline est scientifiquement intéressante ou pas. Karl Popper est d'ailleurs célèbre pour avoir dit que la théorie de l'évolution n'était pas une théorie scientifique, même s'il changera d'avis par la suite. Son critère de démarcation catégorise en effet comme non scientifiques des disciplines pourtant clairement scientifiques comme la biologie de l'évolution et d'autres disciplines qui étudient le passé comme la cosmologie ou l'archéologie. Si on suivait Popper, c'est toute la cosmologie, toute l'archéologie et toute la biologie de l'évolution qui partiraient à la poubelle, pas seulement la psychoévo. Je vous mets un petit extrait du cours de philo des sciences de Florian Kovac qui parle de tout ça. Le critère de Popper semble exclure des cas assez clairs de science. Par exemple, Popper est très connu pour avoir dit « Bon, mais en fait, la théorie de l'évolution, c'est pas une théorie scientifique, c'est un programme de recherche métaphysique. » Alors, c'est important de bien noter que pour lui, ça veut pas dire que c'était faux et ça veut pas dire que c'était mal, en fait. Hein. Il était tout à fait d'accord pour dire que c'était un cadre supérieur, par exemple, je sais pas, au créationnisme. C'était même quelque chose de très puissant et d'admirable, la théorie de l'évolution. Mais il voulait juste pas dire que c'était scientifique. Donc la falsifiabilité n'est pas l'alpha et l'oméga en science. Si vous adoptez une vision de la science un peu moins naïve, ou en tout cas un peu moins falsifiabilo-centrée, la biologie de l'évolution et la psychologie évolutionnaire respectent tous les critères d'une science normale, notamment ceux identifiés par Lakatos. On demande aussi souvent à la psychoévo d'établir des certitudes, de faire des expériences qui peuvent prouver à 100% qu'une certaine hypothèse évolutive est vraie, mais c'est oublier que les certitudes sont extrêmement rares en science. Les données sont rarement suffisantes à elles seules pour trancher en faveur d'une théorie. Il y a toujours un certain fossé que les chercheurs doivent combler avec du bon sens, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories en philosophie des sciences. Il y a aussi des gens qui comprennent pas l'utilité des modèles, qu'ils assimilent très souvent à de la spéculation. Et je me suis rendu compte pendant la crise du Covid-19 que certains de mes collègues, pourtant docteurs en biologie, n'avaient aucune idée de comment fonctionnait ou à quoi servait un modèle. Et ça, c'est un gros problème pour comprendre la psychoévo, puisque, comme toute la biologie de l'évolution, en fait, elle se sert souvent de modèles pour faire ses prédictions. Enfin bref, l'accusation de pseudoscience proférée à l'encontre de la psychoévo en dit généralement plus sur la vision naïve de la science de l'accusateur que sur la scientificité réelle de ce programme de recherche.
Chapitre 3.6 Mentalité de groupe. Différents facteurs psychologiques expliquent aussi le traitement reçu par la psychoévo. On a tendance à les oublier un petit peu, mais ils jouent un rôle important. Et un de ces facteurs, c'est bien sûr la mentalité de groupe. Se moquer de la psychoévo est en effet devenu dans certains milieux un marqueur d'identité. Faire une blague dans ce champ dans certains milieux progressistes, c'est comme faire une blague sur les véganes à la foire du saucisson. Vous êtes certain de faire votre petit effet. Et c'est également un moyen très facile de montrer aux gens que vous êtes dans le bon camp, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle du virtue signaling en anglais, de l'affichage ostentatoire de vertu. Certaines personnes critiquent la psychoévo simplement parce que ça permet de passer pour quelqu'un de vertueux. La sociologue Ulrika Segerstråle avait déjà remarqué cette quête de crédit moral dans les débats sur la sociobiologie. La recherche de crédit moral peut aider à expliquer des caractéristiques bizarres du débat sur la sociobiologie. Elle permet de comprendre plus facilement pourquoi les critiques continuaient à accuser les sociobiologistes de déterminisme génétique, quand ceux-ci partageaient en fait la vision classique d'interaction gène-environnement. Cette quête de crédit moral explique aussi pourquoi les détracteurs de la psychoévo et de la sociobiologie ne semblent pas intéressés pour faire de la vulgarisation. Parce qu'en effet, si le problème de ces disciplines c'est avant tout leur supposé déterminisme génétique, leur croyance que ce qui est génétique ne peut être changé, il suffirait d'éduquer les gens sur le fait que cette croyance est fausse. Mais comme le dit Ulrika Segerstråle, si leur but n'était pas d'éduquer le grand public innocent, mais de collecter des bons points de morale pour avoir démasqué les déterministes génétiques, alors il n'y avait évidemment rien à gagner à diffuser de l'information correcte qui aurait diminué leurs chances de profit. Ces effets de groupe sont très importants pour comprendre les réactions d'hostilité que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et le comble, c'est que cette mentalité de groupe et cet affichage ostentatoire de vertu sont des sujets étudiés depuis longtemps par la psychoévo. Dans un sens, les détracteurs de la psychoévo, par leur comportement, confirment les théories de la psychoévo. Chapitre 3.7 Pénurie d'avocats de la défense. La psychoévo souffre aussi d'une pénurie d'avocats de la défense. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a assez peu de chercheurs qui bossent sur ces sujets, contrairement à la masse de psychologues non évolutionnaires et de chercheurs en sciences sociales en général. Et en France, c'est encore pire qu'à l'étranger, les sciences évolutionnaires ont vraiment des tout petits effectifs dans l'Hexagone. Ensuite, parce que les rares chercheurs qui travaillent sur ces sujets sont des humains comme les autres, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les conflits. En particulier quand ces conflits ont lieu avec des gens qui sont leurs collègues à l'université, 99% du temps, même s'ils voient qu'un de leurs collègues raconte n'importe quoi, ils passeront leur tour et ne chercheront même pas à le reprendre. Pour voir des chercheurs s'opposer frontalement à leurs collègues, faut vraiment que certaines bornes aient été dépassées. Comme le dit le psychologue Franck Ramu, il est vrai qu'il est rare qu'un chercheur prenne la plume pour dénoncer publiquement le discours d'un autre chercheur, en dehors des revues scientifiques où le débat est normal. Pour que ça se produise, il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis et de bornes dépassées. Tout ça, c'est bien compréhensible. Les chercheurs n'aiment pas les conflits, les chercheurs ont mieux à faire. Mais le résultat, c'est que c'est vous, le grand public, qui trinquez, parce que vous devenez informé non pas par ceux qui s'y connaissent le mieux, mais par ceux qui ont la plus grande gueule dans les médias. Pour ma part, si j'ose m'exprimer un peu sur ces sujets, c'est pas que je sois particulièrement courageux. Ce matin, j'ai encore sursauté quand ma tartine a sauté du grille-pain. Ma spécificité, c'est d'être plus ou moins sorti du système universitaire, et donc j'ai beaucoup moins la pression que mes collègues de ne pas froisser bidule ou machin que je pourrais recroiser plus tard dans un couloir, ou qui sera dans un jury pour décider de mon avenir professionnel. Même si, en tant qu'humain, je n'aime pas non plus les conflits, j'ai beaucoup moins à y perdre. Bon, et puis je considère aussi qu'à un moment, faut se faire violence et renoncer à l'envie d'être copain avec la terre entière quand il existe des enjeux plus importants. Comme disait Clémenceau, ceux qui n'ont pas d'ennemis sont ceux qui n'ont rien fait. La pénurie d'avocats de la défense s'explique aussi par le fait que ces débats durent maintenant depuis plus de 30 ans, voire 50 si on compte ceux sur la sociobiologie. Et comme on l'a vu aujourd'hui, peu importe le nombre de corrections qui ont été apportées aux malentendus et aux caricatures, ceux-ci n'ont jamais disparu.
Donc, beaucoup de psychologues évolutionnaires ont fini par se lasser et dire « vous voulez pas nous écouter, vous continuez à nous caricaturer, et tant pis, nous on retourne faire de la recherche dans notre coin, et puis on fait confiance à l'histoire et à la science pour établir si notre discipline est vraiment profondément défectueuse. » Comme le dit le philosophe Armand Olcombe, « Vous pouvez essayer de persuader les gens, ou vous pouvez essayer de faire de la bonne science, mais vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. » Et pour la petite histoire, c'est exactement pour cette raison que mes vidéos dernièrement sont si longues. Certains d'entre vous diront sûrement trop longues. Cette longueur est due au fait que j'essaie de traiter le sujet de la façon la plus exhaustive possible pour ne plus avoir à revenir dessus. Parce que je sais très bien que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, les mêmes critiques exactement vont refaire surface. Et personnellement, je souhaite pas passer ma vie à les corriger. Je considère avoir mieux à faire du peu de temps que je vais passer sur Terre. Je traite donc le sujet une bonne fois pour toutes, et ensuite je passerai à autre chose. C'est pour la même raison que beaucoup de chercheurs n'interviennent plus sur ces sujets. Ils sont fatigués de tout le temps répéter la même chose. Et une nouvelle fois, ce choix est très compréhensible. Les chercheurs ont choisi leur métier avant tout pour faire progresser la connaissance, pas pour corriger bidules et machins qui veulent faire de la science marxiste et qui pensent que le concept de stabilité est un concept bourgeois. Mais une fois de plus, la conséquence de ce retrait du débat public, c'est que les critiques ne sont plus contredites et que vous, le grand public, vous êtes exposé à une vision complètement déformée de ces domaines. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que, peut-être, l'extraordinaire chance d'être payé pour faire progresser la connaissance devrait s'accompagner d'un devoir de communiquer et d'un devoir de s'opposer un peu plus souvent aux collègues qui racontent n'importe quoi, même si l'ambiance autour de la machine à café s'en trouvera dégradée. Et la dernière raison pour laquelle il y a pénurie d'avocats de la défense, c'est à cause des accusations très graves qui peuvent résulter d'une prise de parole sur ces sujets. On a évoqué tout à l'heure Edward Wilson, le fondateur de la sociobiologie, qui, en plus de se faire accuser de racisme et de fascisme dans les journaux, ça c'est la base, en plus des manifestations contre lui sur les campus, s'est fait attaquer physiquement pendant une conférence. Les attaques sur les chercheurs qui étudient ces sujets peuvent rapidement devenir très violentes. Dans les années 2000, il y a même des sociobiologistes qui se sont fait accuser d'avoir mené une expérience eugéniste à grande échelle en infectant délibérément de la variole des Indiens d'Amazonie pour voir lesquels allaient survivre. Et des enquêtes ensuite montreront que ces accusations étaient complètement fausses, malhonnêtes et, comme d'habitude, politiquement motivées. Mais le mal était fait, puisque ces chercheurs furent tout de suite excommuniés par l'Association américaine d'anthropologie, qui a cherché à sauver la réputation de sa discipline. Le pire, c'est que quand vous vous retrouvez dans cette situation, quand vous commencez à vous faire accuser publiquement de certaines choses très graves, très peu de gens viendront à votre défense. Tout simplement parce qu'essayer de défendre quelqu'un accusé de racisme expose au risque d'être soi-même suspecté de racisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Edward Wilson. Comme le raconte la sociologue Ulrika Segerstrand, peu de collègues de Wilson aux États-Unis vinrent à sa défense. Évidemment, ils n'avaient pas à défendre la sociobiologie en elle-même, mais simplement le droit de Wilson de faire ce qu'il avait fait en tant que biologiste de l'évolution. Mais Wilson avait été accusé du pire des crimes. Il avait été relié au racisme et au génocide. Non seulement les scientifiques n'aiment pas la controverse en général, mais il y avait ici en plus le danger de se faire dépeindre de la même manière. Et dans la lettre de protestation contre l'environnementalisme exacerbé des années 70, on pouvait déjà lire « Un grand nombre de scientifiques, ayant étudié les preuves et étant persuadés du grand rôle joué par l'hérédité dans le comportement humain, restent silencieux, n'exprimant pas clairement leur opinion en public et ne prenant pas non plus la défense de leurs collègues plus téméraires. » Tout ça, je peux le confirmer par mon expérience personnelle. Pour avoir commis le crime de vous présenter la psychologie évolutionnaire sur YouTube, je me fais régulièrement traiter sur les réseaux sociaux d'eugéniste, de raciste ou d'antiféministe. Et j'ai également observé que certains de mes collègues vidéastes qui appréciaient mon travail il y a quelques années ont commencé à prendre leur distance avec moi quand ils ont vu que je me mettais à aborder des sujets un peu sensibles. Des projets de collaboration sont bizarrement tombés à l'eau et mes demandes d'explications sont restées sans réponse. Tout ça me fait parfois regretter de ne pas vulgariser des sujets moins sensibles.
Parfois, j'aimerais être science étonnante pour pouvoir vulgariser des sujets sulfureux et controversés en physique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux sujets sulfureux et controversés. D'un côté, l'énergie du vide quantique, et de l'autre, la fameuse somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à l'infini égale moins 1/12. Parfois, j'en viens même à regretter de ne pas vulgariser la géologie. C'est vous dire à quel point je peux être désespéré. Mais au moins, en vulgarisant la géologie, je pourrais vous expliquer comment fonctionnent les volcans sans être accusé d'encourager l'invasion de la Pologne. D'ailleurs, j'en profite pour recommander ce livre, Galileo's Middle Finger, à toutes celles et ceux qui pourraient être un jour dans ma situation, c'est-à-dire à se retrouver à parler publiquement de sujets sensibles sur le comportement humain. C'est un livre qui a été écrit par une historienne qui vous en dira plus sur les attaques que peuvent subir les chercheurs qui s'expriment sur ces sujets. Uniquement en anglais par contre. Donc vous voyez qu'oser parler de ces sujets en public peut aller très loin et vous valoir des attaques violentes, des attaques qui peuvent foutre une vie en l'air en fait. Et donc quand vous êtes un chercheur ou une chercheuse qui bosse sur ces sujets, vous avez généralement pas très envie d'en parler publiquement. Sans que vous, le grand public, n'en soyez informé, chaque année, des chercheurs décident de fermer leur compte sur les réseaux sociaux à cause de ces attaques qu'ils subissent. Vous comprenez dans ce contexte la pénurie d'avocats de la défense dont souffre la psycho-évo. Chapitre 3.8 – Le double standard permanent. Et nous allons terminer avec une dernière raison très importante pour comprendre les difficultés de la psycho-évo à convaincre, c'est le double standard permanent. Tout à l'heure, je vous disais qu'à cause de ces supposées implications politiques, la psycho-évo subissait un traitement de faveur dans le monde universitaire, que ses résultats étaient scrutés beaucoup plus minutieusement que ceux des autres disciplines. Il s'agit de trouver des failles scientifiques très importantes dans la science que vous considérez moralement ou politiquement indésirable, tout en vous retenant de faire la même chose avec la science dont vous approuvez les apparentes implications sociales. Mais ce mécanisme n'existe pas qu'à l'université. Il existe aussi de façon générale dans les médias, et sans vraiment vous en rendre compte, vous y êtes exposé tous les jours, et ça biaise votre perception du champ. Parce qu'évidemment, les chercheurs hostiles à la psycho-évo ne s'expriment pas qu'à l'université, ils s'expriment aussi dans les médias. Et quand ils le font, ils continuent à utiliser ce double standard et le renforcent même parfois. Mettez-vous 2 secondes dans la peau d'un chercheur. Vous êtes chercheur ou chercheuse à l'université, vous êtes donc de gauche, comme la plupart des chercheurs. Vous avez été invité à France Culture pour parler de vos travaux. Et au cours de la conversation, on vous demande si une certaine différence entre hommes et femmes aurait plutôt une origine culturelle ou plutôt une origine biologique. C'est évident que, comme l'hypothèse culturelle est très associée au féminisme et à la gauche en général, en tant que chercheur de gauche, vous allez avoir très envie de vous ranger derrière. Et vous auriez peur que rien qu'en la remettant en question, on en vienne à douter de vos engagements politiques. Et donc, même si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas très convaincant à une certaine hypothèse culturelle, vous n'allez pas dire ce que vous pensez juste pour ne pas, entre guillemets, faire le jeu de la droite. Les chercheurs ont cette tendance à se montrer plus conciliants avec les hypothèses culturelles pour ne pas laisser sous-entendre qu'ils ne seraient pas progressistes. Et je dis pas ça pour dire que moi je suis mieux que les autres. J'ai souvent été confronté moi-même à cette tension entre dire ce que je pensais vraiment d'un point de vue scientifique et me taire pour ne pas avoir l'air de faire le jeu de machin ou bidule, ou pour ne pas laisser penser que je serais opposé à tel ou tel mouvement pour la justice sociale. C'est tout le drame dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Comme une partie de la gauche a depuis des dizaines d'années choisi de nier certains résultats scientifiques, simplement les reconnaître aujourd'hui revient à donner du crédit aux conservateurs. Dans cette situation, beaucoup de chercheurs choisissent donc tout simplement de ne pas dire ce qu'ils pensent sur le plan scientifique. Les coûts associés à la défense des explications génétiques sont trop importants. Il faut bien se rendre compte qu'il existe une asymétrie forte entre les coûts d'insister sur les explications génétiques et les coûts d'insister sur les explications environnementales. Si vous insistez trop sur les explications génétiques, vous risquez d'être accusé d'antiféminisme, de racisme ou d'eugénisme. À l'inverse, si vous insistez trop sur les explications environnementales, vous risquez de vous faire accuser de gauchisme.
Mais ça, les chercheurs s'en tapent puisqu'ils sont effectivement tous de gauche. Ils préfèrent largement être accusés de gauchisme que de racisme, ce qui fait qu'ils auront toujours tendance, à chaque fois qu'ils s'expriment en public, à être beaucoup plus conciliants avec les hypothèses culturelles. Ce qui permet de répondre à une question que vous me posez parfois. Parfois, vous me demandez « Homo fabulus, tu dis que les opposants à la biologie du comportement sont avant tout motivés politiquement, mais pourquoi le contraire ne serait pas vrai aussi ? Pourquoi les défenseurs de la biologie du comportement seraient eux seuls capables de tenir à l'écart leur idéologie ? Pourquoi tu ne parles que des attaques de la gauche sur la science et jamais de celles de la droite sur la science ? Alors je ne nie pas que des attaques de la droite sur la science existent et qu'il faille s'en préoccuper et les dénoncer. Mais d'une part, les dénoncer dans le milieu universitaire, ça revient un peu à crier « j'aime pas la guerre » à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. Et personnellement, ça m'a toujours interpellé ce besoin que ressentent certains de crier haut et fort ce que tout le monde pense déjà tout bas. On retombe sur ce fameux affichage ostentatoire de vertu. Mais surtout, il faut bien comprendre qu'il y aura toujours une asymétrie dans la dangerosité des attaques sur la science à cause de l'asymétrie des penchants politiques des chercheurs. Dit autrement, le système universitaire possède un bouclier naturel contre les attaques de la droite parce qu'il est constitué majoritairement de chercheurs de gauche. Par contre, il n'existe aucun bouclier contre les attaques de la gauche, et c'est pour ça que je pense qu'elles doivent nous préoccuper plus sérieusement. Les attaques de la gauche sur la science sont, selon moi, plus préoccupantes que celles de la droite, parce qu'elles sont plus insidieuses, qu'elles viennent de l'intérieur et qu'elles sont donc plus dures à repérer. Bien sûr, cette conclusion n'est valable que si la vérité scientifique vous importe. Il y a pas mal de progressistes qui font passer la politique avant la vérité, et donc pour ces personnes, les attaques idéologiques de la droite sur la science resteront toujours plus préoccupantes que celles de la gauche. Et c'est bien pour ça que certains universitaires sont prêts à nier les différences biologiques entre hommes et femmes, si ça peut permettre de faire progresser plus vite l'égalité entre les sexes, comme la philosophe des sciences Hélène Longino qui, on l'a vu tout à l'heure, affirmait que quand nous sommes face à un conflit entre des engagements politiques et un modèle particulier des relations cerveau-comportement, nous autorisons les engagements politiques à guider notre choix. Et je voudrais clarifier que cette tendance à désavouer les explications génétiques n'existe pas que chez les chercheurs en sciences sociales. On retrouve parfois la même tendance chez des biologistes de l'évolution parce qu'ils savent que leur champ a une histoire controversée. À cause des liens historiques qui ont existé entre génétique et eugénisme, ou entre biologie de l'évolution et racisme, les chercheurs de ce champ savent qu'ils marchent sur des œufs quand ils parlent de ces sujets. Par exemple, l'autre jour, j'écoutais sur la tronche en biais le biologiste Thomas Himes parler de la pertinence du concept de programme génétique, un sujet qui a priori rien à voir avec la politique. Mais ça ne l'empêche pas de glisser à un moment dans la conversation que la génétique porte en elle son péché originel qui est l'eugénisme, il faut le dire. Bon, il est probablement allé un peu vite en besogne. La génétique ne porte pas plus en elle le péché originel de l'eugénisme que le darwinisme ne porte celui du darwinisme social. Mais vous comprenez ce qu'il veut dire. Comme la génétique a été tout de suite récupérée à des fins politiques, les biologistes et les généticiens ont tendance à faire extrêmement gaffe lorsqu'ils parlent de ces sujets en public. Il est primordial pour ces chercheurs de gauche de ne pas se faire associer à ces dérives du passé, et il y a donc une certaine tendance à l'autoflagellation. Il est difficile pour certains chercheurs de parler de ces sujets sans réciter au préalable 3 mea culpa, et le meilleur moyen pour eux de clarifier leurs engagements politiques, c'est d'être sévère avec les théories qui insistent sur le rôle du génétique, et conciliant avec celles qui proposent des explications culturelles. Voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi l'information à laquelle vous êtes exposé sur ces sujets n'est pas neutre mais en permanence filtrée. C'est d'ailleurs un bon exemple de pénétration de la science par les valeurs. Les chercheurs choisissent de quels résultats ils vont vous parler en fonction de considérations politiques, en fonction de s'ils pensent que ça va faire le jeu de tel ou un tel, en fonction de s'ils pensent que ça va leur donner plutôt bonne ou mauvaise réputation. Et bien sûr, ce ne sont pas les journalistes eux-mêmes qui vont rééquilibrer les débats.
D'abord parce que les journalistes sont très souvent passés par des formations en sciences humaines et sociales et ont donc aussi été brainwashés par l'environnementalisme, comme le disait Paul Mill. Ensuite, parce que les journalistes ont toujours du mal à identifier les experts sur un sujet. Vous vous rappelez du livre de Gould, La malmesure de l'homme, qui avait été qualifié dans les revues scientifiques de chef-d'œuvre de propagande au parfum familier de Radio Moscou? Eh bien, il y a quelque temps encore, un article du Monde qualifiait ce livre de classique. À moins que le journaliste voulait dire un classique de désinformation, ça montre que beaucoup de médias n'ont aucune idée des ouvrages faisant référence dans le milieu scientifique. Et enfin, chez les journalistes de gauche en particulier, il existera toujours la même tendance que chez les chercheurs à se montrer conciliants envers les hypothèses environnementales et à les diffuser plus largement. Par exemple, dans les médias ressort régulièrement l'hypothèse que les femmes seraient en moyenne plus petites que les hommes à cause du patriarcat, parce que les hommes se seraient réservés les meilleurs morceaux de viande au cours de l'évolution. Pourtant, c'est une hypothèse qui n'a quasiment aucun soutien dans la communauté scientifique, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais été vraiment testée et qu'elle a en face d'elle d'autres hypothèses éprouvées depuis des dizaines d'années. Un autre sujet très tendance en ce moment, c'est la place des femmes dans les sociétés préhistoriques et en particulier, est-ce que les femmes chassaient ou pas? À chaque fois qu'on trouve de potentiels indices que les femmes chassaient, on nous présente ça comme si on venait de gagner une bataille féministe contre la science sexiste qui avait invisibilisé les femmes jusqu'ici. Mais d'une part, ces débats n'ont absolument rien de nouveau. Depuis les années 70, des féministes essaient de réhabiliter la place des femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mais surtout, on n'a aucune garantie que mettre en avant les exemples de sociétés où les femmes chassaient soit réellement positif pour la cause des femmes. Ceux qui font ça espèrent que montrer que les femmes n'ont pas toujours été confinées au foyer permettra de rejeter l'idée que l'organisation sociale des sociétés humaines est gravée dans le marbre. Mais d'autres féministes sont en colère contre cette mise en avant de ces cas anecdotiques de chasse féminine, parce que pour elles, faire ça, ça a surtout pour effet d'invisibiliser la domination masculine que la plupart de ces femmes devaient déjà subir à l'époque. C'est toujours le même problème central dans mon livre, il est très difficile d'évaluer les conséquences réelles de ces recherches. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut se méfier des recherches qui semblent aller à première vue dans le bon sens, dans le sens du progrès social. C'est un peu triste à dire, mais vous devez vous méfier de toutes les recherches qui vous mettent du baume au cœur. D'une part, parce qu'il est très douteux que vous ayez réussi à calculer de façon lucide les réelles implications sociales de ces recherches. Mais aussi parce que, dans le contexte politique actuel, il est très probable que vous entendiez parler d'elles non pas parce qu'elles sont solides scientifiquement, mais parce qu'elles sont plaisantes politiquement. C'est un peu comme quand vous montez sur votre balance et que vous enlevez systématiquement 3 kilos au chiffre que vous voyez parce que vous savez que votre balance est mal réglée. Vous pouvez faire la même chose quand vous entendez parler de biologie du comportement. Vous pouvez, d'emblée, soustraire un peu d'explication culturelle et rajouter un peu d'explication génétique à tout ce dont vous entendez parler dans les médias. Malheureusement, je suis incapable de vous dire plus précisément de combien la balance de la connaissance est déréglée. Et quand je dis les médias, je parle aussi de YouTube. Les vulgarisateurs que vous regardez sur YouTube ont en général le même profil sociodémographique que les chercheurs. Ils sont allés à l'université pendant longtemps, ils sont majoritairement de gauche. Tous les vulgarisateurs qui s'expriment sur le sujet des comportements humains ont donc la même tendance à se montrer plus méfiants envers les hypothèses génétiques et trop conciliants avec les hypothèses environnementales. Par exemple, il y a quelques années, je faisais partie d'une association de vulgarisateurs scientifiques qui défendait la rigueur scientifique avec des procédures de vérification des contenus qu'elle publiait. Et le jour où j'ai alerté sur le fait qu'un certain contenu donnait une image fausse du consensus en biologie de l'évolution, le bureau de l'association a refusé d'appliquer ces procédures habituelles sans jamais donner de bonnes explications. Et bien sûr, il s'agissait d'un contenu qui semblait aller dans le sens du féminisme, je dis bien semblait, et en plus de ça, d'un contenu produit par les sciences sociales. Et vous comprenez, les sciences sociales, c'est compliqué, ça a un statut particulier, etc. Bref, tout ça pour dire que même si vous sélectionnez soigneusement les sources de connaissances auxquelles vous vous abreuvez,
vous devez continuer à vous en méfier sur tous ces sujets liés au comportement humain, parce qu'il existe une trop grande indulgence à l'égard des théories culturelles et socio-constructivistes. Je vous assure que si je devais prendre la parole à chaque fois qu'un vidéaste ne vous présente qu'une partie des données, je me serais déjà mis à dos une bonne partie du YouTube game. En résumé, le double standard permanent dans les médias et à l'université explique pourquoi vous, grand public, vous êtes exposé à beaucoup de prises de position en faveur des hypothèses environnementales et très peu en faveur des hypothèses génétiques et évolutionnaires. Et c'est pourquoi, vous, grand public, vous devez prendre soin des chercheurs qui osent parler de ces hypothèses génétiques et évolutionnaires. Je sais que quand vous entendez un chercheur expliquer qu'une différence homme-femme est socialement construite, vous avez envie de le prendre dans vos bras, de lui faire des bisous, de lui dire à quel point ses résultats vous remplissent d'espoir pour la cause des femmes et à quel point il est un héros d'oser s'élever contre la science machiste et patriarcale. Mais c'est tout le contraire que vous devriez faire. Ce chercheur ou cette chercheuse qui défend des positions environnementales n'est pas du tout un héros, il est déjà accueilli à bras ouverts dans la plupart des médias et il représente l'idéologie dominante dans les universités. Il ne prend donc aucun risque à défendre ses idées publiquement. Les chercheurs que vous devez chérir et protéger, ce sont au contraire ceux qui étudient des hypothèses non politiquement plaisantes pour la gauche, les hypothèses qui ne relèguent pas la génétique au placard. Ce sont ces chercheurs qui prennent des risques et dont vous devez prendre soin. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera la conclusion de cette mini-série sur le climat politique entourant mon champ de recherche, avec un petit message d'espoir pour les générations futures quand même. À très vite. Vous pouvez soutenir mon travail sur homofabulous.com/soutien. Merci beaucoup d'avance.